enfants à habiletés diverses. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va vous parler de l'ouverture de la patinoire du canal Rideau. Je vais aussi m'entretenir avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Marie-Chantal Baguia, spécialiste relations publiques, qui a fait un constat ces derniers mois. Et ce constat est qu'il y a autant d'organismes qui se créent en ce moment que d'entreprises. Je veux savoir, ton constat là, tu l'as vu où? Ce constat, en fait, je l'ai vu en fonction de mes consultations et même aussi quand on va sur les réseaux sociaux, dans les groupes, on voit de plus en plus de personnes qui s'intéressent à l'ouverture, à la création de leur organisme. Je prends un exemple, il y a quelquefois des personnes qui vont dire « Ah, ben ils ont à cœur de soutenir un organisme, non pas un organisme, mais une cause. » Et donc, ils font des levées. Et parce qu'ils ont fait une levée, ils se disent « Oh, ben ils peuvent créer un organisme. » Donc, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération, comme par exemple, il faut avoir un conseil d'administration, il y a toute la gestion administrative, il y a même l'enregistrement. C'est pas parce qu'on fait des levées de fonds que du jour au lendemain, il faut créer en fait un organisme. Donc, c'est au vu de tous ces constats que ben, je vois que vraiment, il y a beaucoup d'organismes qui se mettent en place. Et tu as besoin de faire des éclaircissements. Qu'il y a autant d'entreprises qui se créent aussi. Je suis contente que tu en parles aujourd'hui parce que je pense qu'en privé, toi et moi, on avait eu cette conversation-là. Mais avant d'aller dans tous les conseils que tu veux partager avec nous, j'aimerais qu'on parle de la différence, selon toi, entre une entreprise et un organisme, c'est ça? Ben, il y a une différence dans le sens où les organismes sans but lucratif, ça le dit déjà de par le nom. C'est sans but lucratif. Donc, les revenus sont injectés au sein de l'organisme. Alors que quand c'est une entreprise, ben, on est là pour faire du business, on est là pour faire de l'argent. Contrairement à l'organisme, quoique l'organisme peut faire des revenus, mais ces revenus sont injectés au sein de l'organisme. Définitivement. Et puis, il y a quelque chose qui est assez intéressant avec les histoires d'organismes, là, c'est qu'il y a beaucoup qui se lancent comme entreprise, mais dans leur cursus, ils vont devenir un organisme ou bien des organismes qui vont virer souvent vers une entreprise. Oui, il arrive qu'on voit de plus en plus d'entreprises aussi qui, après, vont changer de statut pour devenir organismes sans but lucratif. On le voit de plus en plus avec le modèle en économie sociale. Donc, c'est comme un modèle qui est en train de prendre aussi de la place, de l'ampleur. Oui. Quoique il faut comprendre qu'en arrière de cela, ces personnes-là ont envie d'avoir un impact dans la communauté. C'est pourquoi ils essaient après de virer vers un organisme sans but lucratif, donc d'avoir cette transformation parce que l'impact qu'ils ont est dans la communauté. À quel moment je dois penser à créer un organisme? Tu l'as dit tantôt, l'entreprise va faire de l'argent tandis que l'organisme va pas vraiment... Son but, c'est vraiment de changer quelque chose, d'apporter une aide. Mais ça demande plus de travail pour moi d'avoir un organisme qu'une entreprise. Non, pas nécessairement. Okay. Des deux côtés, ça demande du travail. Mais ce que je veux mentionner ici, c'est que créer un organisme, c'est pas un jeu d'enfant. C'est ce que je veux tout simplement mentionner pour dire qu'il y a beaucoup de choses à considérer. C'est sûr que pour une entreprise, on n'a pas nécessairement besoin d'un conseil d'administration, mais l'organisme, ça va prendre d'avoir un conseil d'administration. Bien choisi. Et bien choisi en plus. Et au sein de ce conseil d'administration, il y a le conseil exécutif également. Il y a des rencontres qui vont se faire. Il y a comment on appelle ça, le conseil d'administration qui va se réunir. Je pense souvent, c'est une fois par mois, une fois ou 2 mois. Et il y a l'Assemblée générale qu'il faut après préparer au terme, en fait, de l'exercice. Je veux dire, c'est beaucoup d'éléments. Beaucoup de documentation aussi. Exactement, sans compter la gestion du personnel, comme on appelle ça même les levées de fonds. Après, nos bénéficiaires, il faut pouvoir les soutenir. Il y a... C'est pas une mince affaire, en fait, là.
Donc, je pense que pour quelqu'un qui se dit qu'il a envie de lancer un organisme, la première question à se poser, c'est de savoir est-ce que j'ai assez de personnes, c'est-à-dire de ressources humaines autour de moi, parce que ça prend des humains pour créer un organisme qui va durer dans le temps. Oui, c'est sûr que ça prend vraiment une bonne équipe pour pouvoir nous accompagner dans qu'est-ce qu'on a à faire, parce que au-delà même du conseil d'administration, il y a l'équipe aussi avec qui on va travailler. Cette équipe, souvent, elle est assez restreinte. C'est-à-dire, quelquefois, on va avoir dans les organismes 2 à 3 personnes parce qu'ils ont du mal aussi à recruter. Mais à côté de cela, il y a les bénévoles. On a vraiment besoin de bénévoles dans les organismes pour faire fonctionner certaines choses. Parce que quand ils organisent des événements, il faut bien des personnes pour pouvoir les soutenir autant dans l'organisation, l'accueil, la préparation. Ouais. Enfin, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Je vais te garder avec moi, on va prendre une pause et puis juste après la pause, on va toujours profiter de tes conseils. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir 2 endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'aurai le plaisir de recevoir Yasmine Diani, étudiante à l'Université d'Ottawa, membre du CA de l'ACFO. Nous allons parler de la jeunesse dans le cadre de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle aujourd'hui de la différence entre une entreprise et un organisme et ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de ressources humaines pour pouvoir bâtir un organisme. Avec moi, Marie-Chantal Baguia, qui est spécialiste en relations publiques, mais elle fait beaucoup d'autres choses aussi. Et tu étais en train de nous parler avant la pause des ressources humaines, de combien c'est important pour un organisme d'avoir cet appui-là des bénévoles. Et en ce moment, je pense que plein d'organismes manquent de bénévoles. Oui, beaucoup manquent de bénévoles et même aussi de personnel. Il n'y a pas... Ces bénévoles-là font même partie de ce personnel-là parce qu'ils ont besoin d'eux pour pouvoir aussi fonctionner. C'est dû à la pénurie qu'on peut constater. Et puis, on peut voir même que, au-delà même de cela, j'aimerais comme toucher un point. C'est que, comme on le mentionnait, il y a tellement d'organismes qui se créent que les ressources, même sur le terrain aussi, s'épuisent. Parce qu'on a beaucoup d'organismes qui se mettent en place et qui font les mêmes choses. OK, ça, tu te dis, ça, c'est mon bâton de guerre. Beaucoup d'organismes se mettent en place, comme tu viens de le dire, et puis font les mêmes choses. Donc, finalement, tu vas voir quelqu'un avec qui travaille en communication dans un organisme tel, mais demain, là, tu le retrouves là-bas parce que, bon, je ne sais pas si l'offre est meilleure là-bas, mais ça bouge tout le temps. Donc, ça fait que le service, il n'est pas en place. Le personnel, plutôt, n'est pas en place. Exactement. Le personnel n'est pas en place, mais aussi... J'aimerais comme aborder comme différents points. Je vais me répondre. C'est que ce qu'on constate, c'est qu'il y a tellement d'organismes qui se mettent en place qu'il y a plusieurs impacts en fait sur ces différents organismes. Déjà, on peut voir l'éparpillement des ressources financières. Explique-nous Dès ça. l'instant où il y a plusieurs organismes, vous êtes 5 à vous partager le budget gouvernemental, par exemple, plutôt que d'être 2.
Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ces 5 organismes n'ont pas nécessairement les ressources financières qu'il faut pour recruter tout le personnel qu'il faut à la hauteur du revenu salarial. Parce que beaucoup se plaignent aussi du fait que les organismes vont recruter, mais le salaire est bas par rapport à ce qui est offert sur le marché. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Les gens vont préférer aller dans une entreprise privée où ils vont recevoir peut-être 25 $ de l'heure plutôt que 14 $ de l'heure. Ils jouent la sécurité. Exactement. Donc, le fait d'avoir les ressources financières qui sont comme partagées, éparpillées, comme je le mentionnais, en plusieurs qui font la même chose plutôt que d'avoir 2, parce que les 2 vont suffire pour répondre aux besoins de la cause, ben, du coup, on se retrouve avec un budget qui est assez restreint et qui n'est pas suffisant. Et puis aussi, là, parlant de recrutement du personnel, moi, je veux toucher un autre point, c'est quelle est la mission, la vision, les valeurs de cet organisme-là. Parce qu'on a tellement envie de créer l'organisme qu'on oublie de jouer sur les valeurs, la mission. C'est parce que c'est ça qui va accrocher les gens qui veulent travailler avec vous. Non seulement ça, en plus de cela, la mission, la vision, les valeurs, mais il faut tenir compte aussi des compétences des personnes que vous recrutez. Même dans le conseil d'administration. Exactement. Oui. Parce que oui, la mission, la vision, les valeurs, c'est important de pouvoir bien les définir et de les communiquer aux personnes avec qui on va travailler ou qui souhaitent travailler avec nous pour qu'ils adhèrent en fait à cela pour pouvoir comme avancer avec nous. Mais ça prend aussi de tenir compte de leurs compétences pour ne pas avoir quelqu'un pour avoir quelqu'un tout simplement au sein de l'organisme. Parce que souvent, on va voir des affichages qui vont être faits pour dire « si vous avez du temps, venez ». Mais je viens pour faire quoi? C'est important de pouvoir clarifier ce que je vais faire exactement pour savoir, en fait, ce que la personne aura à apporter comme plus-value au sein de l'organisation à travers, en fait, de ses forces, de ses talents, et puis on avance. Je vais aller plus loin encore, là, et puis je pense que c'est quelque chose qui pourrait déranger, mais je vais le dire parce que ça a été dit dans une conférence à laquelle j'ai participé. Quand on reste dans le contexte d'équité, diversité et inclusion, comme tu l'as dit, là, les gens, souvent, certains organismes, pas tous les organismes, vont recruter pour atteindre leur quota de personnes issues de communautés noires, hispaniques ou peu importe, alors qu'ils ne regardent pas les compétences. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent à remarquer ça. Oui, tu veux que j'arrive travailler avec toi, mais qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux de moi? Il faut vraiment définir ce pourquoi on va rechercher les gens, et même dans le contexte de l'équité, diversité, inclusion. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, je partage cet avis. Et quand on ne s'y prend pas de cette façon, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la déception même chez le bénévole. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va rester juste pour 1 ou 2 journées et puis il part. Oui. Tu as parlé des impacts, là. Je trouve intéressant tout ce que tu es en train de dire, là. Tu pourrais même faire une conférence de ça. Tu as parlé des éparpillements de ressources financières. Tu as parlé aussi du manque d'unité. Oui. On a survolé ça rapidement, mais c'est tellement crucial là que l'unité se fasse entre les différents organismes. Oui. Oui, c'est vraiment important qu'ils puissent s'unir, se mettre ensemble pour avoir une seule voix, non seulement qui va porter quand ils ont besoin de faire soit des revendications ou, comme on appelle ça même, essayer de... C'est vraiment important de pouvoir être ensemble pour pouvoir travailler. Exactement, comme on dit, l'union fait la force. Et aujourd'hui, on peut voir que quelquefois, certains vont comme travailler un peu comme du genre chacun de son côté, plutôt que de se mettre ensemble pour pouvoir travailler ensemble et pouvoir faire avancer la cause. Parce qu'on est là pour servir une cause des bénéficiaires, des gens qui ont besoin de nous. Là, je pense que les gens qui auront besoin de plus de conseils, là, ils vont devoir aller te contacter sur ton site web parce qu'il y a beaucoup de contenu qu'on aimerait partager, mais en quelques minutes, c'est pas possible. Mais puisque j'ai envie que tu nous partages avec nous quelques conseils, par exemple, pour des gens qui pensent à créer un organisme. Déjà, ce que je peux dire, avant d'aborder ce point, j'aimerais dire que le fait aussi qu'il y ait trop d'organismes aussi, ça crée de la confusion chez les bénéficiaires. Dans le sens où, quelquefois, les gens vont se dire, qui fait quoi? Je vais où? Est-ce que je vais chez A? Est-ce que je vais chez B? Finalement, qu'est-ce que je fais? Donc, moi, je dirais, avant de pouvoir créer un organisme, la première chose que vous devez faire, c'est d'abord analyser votre environnement. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Merci. Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? La deuxième chose que j'aimerais aussi mentionner, c'est que une fois que vous avez fait ça, essayez de faire des recherches aussi pour voir est-ce qu'il existe un organisme de ce type dans la localité
dans l'environnement que je cible. Je vais faire une pause ici. Si je remarque que dans mon environnement, il y a déjà un organisme qui est déjà implanté, qui fait ce que j'ai envie de faire, en tant que personne qui a envie de lancer son organisme, et même si j'ai une équipe, je ne suis pas obligée de faire un organisme, je peux partir travailler avec eux. Exactement. Et ça, c'est le troisième point que j'allais envoyer, dans le sens où vous n'êtes pas obligé de créer forcément, vous pouvez aller apporter votre soutien à celui qui existe déjà. Comme tu l'as dit tantôt, l'union fait la force. Parce qu'en tant que consultant, tu peux apporter une plus-value. En tant que, je sais pas, formateur, apporter ton plus. Et normalement, l'organisme devrait voir ça comme une aubaine. Exactement. Plutôt que de partir soi-même à un autre organisme et puis chacun travaille de son côté. Pourquoi ne pas apporter nos forces, nos compétences à l'autre qui existe déjà et pour lequel on a notre cœur aussi qui bat pour cette cause. Est-ce que tu penses que ces 3 affaires que tu viens de nous dire, là, comme déjà définir l'environnement, savoir s'il y a déjà quelqu'un qui fait la même chose que nous, ensuite de ça, s'allier avec une autre personne, si on ne fait pas tout ça, est-ce que tu penses qu'un organisme pourrait vivre longtemps? C'est-à-dire, je m'en fous de qu'est-ce que Marie-Chantal vient de dire, là, moi, je veux ouvrir mon organisme, je le fais. Est-ce que tu penses qu'il va perdurer dans le temps? À ce niveau, je n'ai pas vraiment de données, je ne pourrais pas m'avancer trop. Mais personnellement, si on ne suit pas, c'est un peu comme quand on crée une entreprise, depuis on n'a pas pris le temps de faire cet exercice, ben on finit par se buter à des difficultés et puis à se rendre compte que il y a quelqu'un de plus gros que nous qui existe et puis il faut ramer pour pouvoir aussi... Et puis créer de la concurrence qui n'a pas lieu d'être. Exactement, qui n'a pas lieu d'être. Et surtout, même au niveau des organismes, je me dis... On est là pour servir une communauté, mais quelquefois, on peut voir qu'il y a de la concurrence même au sein des organismes qui finissent par se comporter en fait comme des entreprises. Et il y a des concurrences et puis c'est tellement visible, les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont dedans, mais à l'extérieur, les bénéficiaires peuvent le voir qu'il y a de la guéguerre entre vous. Exactement. Alors, sur ton site web mashapconsulting.com, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Qu'est-ce que tu nous offres comme service? Juste un petit rappel. Il y a plusieurs services. En fait, mes services tournent autour des communications et des relations publiques. Fait que j'accompagne les organismes sans but lucratif qui ont besoin d'intégrer en fait les relations médias dans leur stratégie en fait d'affaires. Comment utiliser les relations médias pour plus de visibilité. Donc, autant ça peut être pour les conférences de presse, autant ça peut être pour la préparation même en entrevue. Et pour ceux qui ont besoin d'autres services, comme par exemple préparer un plan de communication, un dossier de presse, ils ont la possibilité de communiquer aussi avec moi, tout comme un organisme qui existe et qui sent que son équipe manque de compétences en communication, je peux aussi apporter mon soutien pour coacher la personne en communication et relations publiques. Merci beaucoup Marie-Chantal. J'ai hâte à notre prochaine chronique le mois prochain. Et pour vous autres à la maison, pour avoir accès à notre experte en relations publiques et communication, www.mashabconsulting.com, c'est son site web. Nous, on va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de comment intégrer le bilinguisme dans le langage des jeunes enfants avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois?
suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Elle va nous aider à savoir si notre enfant peut parler plus de 2 langues. Bonne question pour un parent. Et on nous la pose souvent à premier mot, que ce soit là, dans nos activités dans la communauté ou en thérapie. C'est une question qui est vraiment là, très importante pour les parents. Alors, nous, à Ottawa, on est dans une communauté très multiculturelle. Et dans plusieurs des familles, il va y avoir plus d'une langue qui va être utilisée par les parents. Alors, nous, on veut venir un petit peu là, déboulonner les mythes à ce sujet-là. Et la réponse très directe à ta question, c'est que oui, les enfants peuvent apprendre à parler 2 langues maternelles ou 2 langues lors de leur développement de la communication. OK. Première question que moi, je me pose là. À quel moment, si je suis avec mon conjoint et qu'on a 2 langues différentes, je peux commencer à parler la 2e langue, introduire la 2e langue à mon enfant? Mais si tu veux, je vais commencer par la langue maternelle. Alors, il se peut qu'un enfant soit exposé à 2 langues maternelles en même temps. Oui, ça, c'est vrai. Alors, est-ce que notre enfant peut avoir 2 langues maternelles? La réponse est oui. Et c'est le cas de famille où les 2 parents parleraient 2 différentes langues à la maison et commenceraient dès la naissance à parler ces 2 langues-là à l'enfant. Alors, typiquement, la langue maternelle, c'est la langue qu'on apprend avant l'âge de 3 ans. C'est la langue à laquelle on est exposé depuis la naissance. Ça peut être le français, ça peut être le français, l'arabe, le mandarin. Et si on est dans un foyer où on est exposé à 2 langues, à ce moment-là, il se peut que nos 2 langues soient égales, mais dans la plupart des cas, il y a une langue qui va devenir dominante. Une de nos 2 langues maternelles devient plus dominante parce que, dans la majorité des cas, on va peut-être être exposé à une de ces 2 langues maternelles-là plus souvent, plus fréquemment. Je pense là à moi quand j'étais à la maison avec mes enfants, si j'avais été dans un couple bilingue exogame, j'aurais utilisé le français la plupart de la journée avec mes enfants et mon mari, s'il avait parlé, je sais pas moi, l'espagnol, le soir, il aurait parlé avec mes enfants en espagnol. Okay. Alors, notre enfant aurait entendu du français plus souvent, plus longuement, plus fréquemment pendant la journée avec moi. Donc, parfois, c'est difficile d'être exposé aux 2 langues maternelles dans la même proportion. Et c'est pour ça qu'on dit qu'une langue devient dominante et ça peut changer au cours de notre vie. Alors, un enfant qui est exposé, par exemple, à l'arabe jusqu'à l'âge de 3 ans, rentre à la garderie en français. Il se peut que le français devienne plus dominant éventuellement. OK. Alors, c'est important que les parents continuent d'exposer leur enfant à la langue maternelle, même quand ils entrent à la garderie ou à l'école. J'aime beaucoup ce que tu es en train de dire là. Pourquoi? Parce que tu l'as mentionné tantôt, notre environnement devient de plus en plus multiculturel. Et pour un parent qui se dit, OK, c'est pas nécessaire pour moi que je parle l'arabe ou bien le hindi à mon enfant, vu que lorsqu'il va aller à la garderie ou bien à l'extérieur, il va parler soit le français ou soit l'anglais. Donc, c'est pas nécessaire alors que c'est faux. Alors, c'est très faux. Et ce qu'on veut dire aux parents qui ont une langue autre que le français puis l'anglais, par exemple, c'est que la langue maternelle vient avec un ensemble de facteurs. Ça vient avec une culture, ça vient avec une famille, ça vient avec des chansons, des histoires qui sont très propres à notre culture. Et quand on essaie d'utiliser une autre langue avec notre bébé, on peut peut-être, pas tout le temps, là, mais on peut peut-être avoir moins accès à différents mots de vocabulaire, à différentes chansons, etc. Si moi, j'essaie de chanter des chansons à un bébé en anglais, c'est moins automatique, c'est moins naturel pour moi parce que j'ai été élevée dans une famille francophone, j'ai appris des chansons francophones et j'ai chanté à mes enfants en français. Alors, ça va peut-être venir un petit peu là, changer le type d'interaction que je vais avoir. Peut-être pas nécessairement pour longtemps, mais ça peut avoir un impact. Alors, ce qu'on dit aux parents, c'est parler la langue que vous voulez. Premièrement, parler la langue que vous voulez. Et dès le bas âge. Dès le bas âge, dès la naissance, si on peut. Parler la langue qui vous vient le plus naturellement.
et avec laquelle vous pouvez utiliser une variété de vocabulaire qui est riche en langage, qui est riche sur le point, du point de vue de la grammaire, parce que ainsi vous donnez des modèles qui sont vraiment amplifiés, des beaux modèles de langage à l'enfant qui est en train d'apprendre à développer une langue. Et ça peut passer par des chants, comme tu as dit, parce que toute langue vient avec une histoire. Exactement. Ouais, et puis, je pense, de mon côté, comme Africain, là, il y a beaucoup d'histoires par rapport aux royautés, ces affaires-là. Oui. Et ça vient souvent avec des chants. Oui, exactement. Des chants ou des histoires. Comme moi, mon oncle, mes grands-parents viennent du nord de l'Ontario et ils nous inventaient des histoires le soir pour nous coucher. Et c'était toujours des histoires qui impliquaient là, du camping, la chasse, puis son chien Rip. Alors, c'était vraiment là, basé sur ce qu'eux faisaient dans ce temps-là en famille. Et ça l'a vraiment là, créé beaucoup d'imagerie chez moi quand j'étais toute petite, puis ça l'a beaucoup là, encouragé mon imagination. Alors, tu as parlé de ça, donc le chant, les histoires, les contes, en tout cas, peu importe qu'est-ce que vous avez comme matériel pour mettre en avant votre culture, c'est important d'utiliser ça pour aider l'enfant. Et concernant le fait que je veuille parler la langue maternelle avec mon enfant et que j'utilise ces outils que tu viens de partager, qu'est-ce qu'il en est de l'autre langue? Oui. J'en fais de même, en même temps? Alors, les enfants sont vraiment habiles là, à apprendre plus d'une langue. À travers le monde, on a une histoire riche là, et plein de recherches qui nous montrent qu'à travers le monde qu'on connaît, les enfants apprennent plus d'une langue partout, dans tous les pays, dans tous les continents. Oui, c'est ça. Et c'est surtout parce que leur cerveau, c'est un petit feu là, de synapses et de neurones qui est en train d'évoluer puis qui va vraiment grandir avec cette exposition-là. Alors, si à la maison, on a une langue et on veut l'exposer à une deuxième langue, on peut le faire de différentes façons. Premièrement, on pourrait avoir une langue par parent. Alors, l'approche, à la maison, on a 2 langues. Chaque parent utilise une langue avec l'enfant. Nous, on peut se parler en anglais ou en français ou dans une autre langue, mais avec l'enfant, ça va être plus spécifique. Je vais parler en français avec mon enfant si je suis maman, puis je vais parler mandarin avec mon enfant si je suis l'autre parent. On peut aussi prendre l'approche de une langue, un environnement. Alors, à la maison, on parle espagnol. À la garderie ou à l'école, c'est français ou l'anglais. Okay. Ou bien on peut prendre l'approche une langue, une activité. Alors à la maison, peut-être que je parle l'espagnol toute la journée, mais je veux exposer mon enfant à l'anglais ou le français. Alors je vais aller à l'heure du conte à la bibliothèque en français. Ou je vais aller là au centre de la petite enfance et on va participer à un groupe de jeux en français. OK, de bonnes astuces. Je te garde avec moi. On va prendre une pause et on revient juste après. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam, mais j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Est-ce que mon enfant peut parler plus de 2 langues? La réponse est oui. Et c'est notre orthophoniste, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre orthophoniste qui vient de nous le confirmer. Un enfant, dès son plus jeune âge, s'il est exposé à ces 2 langues, une langue maternelle et puis une autre langue, c'est plus facile pour lui d'apprendre. Et tu nous disais avant la pause que il peut même être exposé à 3 langues, quelque chose comme ça. Et je me demande si ça ne va pas créer un trouble chez lui. Oui, on a beaucoup d'études sur les enfants qui apprennent 2 langues. Un petit peu plus moins sur les enfants qui apprennent 3 et 4 langues. Mais dans le cas des enfants bilingues, on sait que l'exposition à 2 langues ne va pas causer de retard de développement de la communication et ne va pas causer de la confusion. Les enfants ont toutes les habiletés mentale, cognitive, pour apprendre plus d'une langue. Et les parents, s'ils le font avec beaucoup de soucis puis de support, vont vraiment optimiser, c'est ça, cet apprentissage-là. Mais on sait qu'il y a certaines règles de base pour l'apprentissage de 2 langues, 3 ou 4. Alors, pour l'apprentissage de 2 langues, comme pour 3 et 4 langues, il faut avoir une exposition répétée et constante. Mm-hmm. Et ils doivent l'apprendre de personnes, de parents, de familles, d'éducateurs qui parlent cette langue bien, qui sont capables d'utiliser la langue. Parce que la journée, c'est 24 heures. Hein? C'est ça, c'est ça. Alors, si on a des bons modèles de langage, l'enfant va pouvoir faire les liens et pouvoir utiliser là, ce vocabulaire-là, ces structures de phrases-là. Dans le cas de 3 et de 4 langues, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne pourra pas utiliser chacune des 4 langues aussi souvent dans une journée. Alors, l'exposition va être moins grande et ça veut dire que l'enfant aura peut-être pas assez de modèles ou suffisamment de modèles pour vraiment bien maîtriser chacune des 4 langues. C'est sûr, oui. Il va y en avoir qui vont être dominantes parce que ça va Est-ce qu'il peut avoir 2 langues dominantes chez lui? Oui, sûrement. Okay. Sûrement, oui. Ouais. Alors, c'est quoi les avantages, Roxane? Bien, il y a beaucoup avantage qui est de plus en plus noté par la recherche. Alors, on voit que chez les enfants développent une plus grande flexibilité mentale parce qu'ils doivent aller d'une langue à l'autre. Oui. Ils doivent comparer 2 langues. Alors, en français, on a ce mot-là pour cet objet-là, mais il est différent dans l'autre langue. Ils doivent aussi là, être capables de comprendre que les règles grammaticales, un petit peu plus tard, là, je ne parle pas à 2 ans, mais vers 4 ans et 5 ans, ils vont comparer les règles grammaticales, ils vont comprendre que, par exemple, on bouge l'adjectif de place selon la langue. Mm-hmm. Alors ça, c'est une première chose qu'on voit. On sait que les personnes bilingues ont plus aussi d'attention, sont capables de plus porter leur attention sur différentes choses. Ils vont aussi avoir plus de succès un petit peu plus tard dans la vie parce que ça va leur ouvrir des portes sur le marché là, du travail, accéder peut-être à d'autres opportunités qu'on n'aurait pas si on était unilingue. Puis il y a des recherches là, un petit peu là, qui sont, on regarde un petit peu plus grand, là, ça nous donne le goût du voyage. Ouais, ça nous permet aussi ça nous donne des effets de protection pour les démences plus tard dans la vie. Donc, c'est intéressant quand même. Hein? Surtout le volet des démences. Et puis là, maintenant, je veux juste savoir, vu que l'enfant parle 2 langues, on essaie de permettre à notre enfant de parler 2 langues. Et si éventuellement, mon jeune lui-même, à la base, il a des problèmes de langage, comme la difficulté pour le langage et tout ça? Alors, ce qu'on voit par les recherches, c'est qu'un enfant qui a de la difficulté dans une langue va souvent avoir les mêmes difficultés dans la 2e langue. Okay. Il ne faut pas confondre, par exemple, les difficultés qui sont normales associées à apprendre une langue seconde. Par exemple, si mon enfant a parlé l'espagnol jusqu'à l'âge de 4 ans, commence l'école en français, c'est certain qu'il va avoir des difficultés à apprendre le français. Mais dans sa langue première, son développement est complètement normal. Alors, on sait à la base que cet enfant-là n'a pas de difficulté de langage, qu'il a une difficulté à apprendre une langue seconde. Et les difficultés qu'on voit au niveau de l'apprentissage d'une langue seconde, c'est des choses comme des difficultés avec la grammaire, des difficultés là, par exemple, si on vient juste d'être exposé à une nouvelle langue à laquelle on n'a jamais été exposé, il se peut que l'enfant soit silencieux pour une certaine période qui peut durer jusqu'à 6 à 7 mois. Pas de panique. Non, c'est ça. Surtout, ce que je veux dire aux parents, c'est regardez ce qui est fait, ce que votre enfant fait dans sa langue maternelle, dans sa première langue. Si tout va bien dans sa première langue, on sait que c'est seulement par rapport à l'apprentissage de la langue seconde. Cependant, un enfant qui est exposé à 2 langues peut avoir un retard de langage à la base. Alors, il va démontrer les mêmes difficultés dans les 2 langues.
Peut-être, par exemple, ne va pas avoir le nombre de mots qu'il est supposé d'avoir pour son âge. Il ne sera pas capable de construire des phrases aussi rapidement que les autres enfants de son âge, aussi bien construites sur le plan grammatical. Mais les erreurs vont être les mêmes dans les deux langues. Alors, à ce moment-là, les parents devraient absolument consulter en orthophonie avec Premier Mot, s'ils sont dans la région d'Ottawa ou du comté de Renfrew, pour pouvoir là, accéder à de l'aide professionnelle d'un orthophoniste. Puis, ils peuvent le faire en utilisant notre bilan. Le bilan de communication. Autre question qui me vient là, vu que tu as dit on doit remarquer que l'enfant, dans les deux langues, il a les mêmes problèmes, est-ce que tu penses qu'on devrait toujours continuer à pousser pour introduire la deuxième langue ou se concentrer peut-être plus sur la première langue? Parce que je me dis, un parent va vouloir protéger son enfant. C'est une question qu'on a souvent. Donc, au niveau de la recherche, ce qu'on voit, c'est que d'enlever une langue n'améliore pas la situation. Et souvent, ça peut même nuire parce que dans une famille où les deux langues maternelles sont importantes et ont des liens importants avec les familles étendues et les cultures, ça peut causer même là, du souci. Là. Alors, nous, ce qu'on veut dire aux parents, c'est que même si un enfant a un retard de langage, la recommandation la plus fréquente, c'est de continuer à exposer leur enfant, mais d'en discuter avec votre orthophoniste. Il peut y avoir des différences, puis on peut voir qu'un enfant a peut-être une des langues qui est dominante et on va vouloir offrir les services dans cette langue-là, les services d'orthophonie dans la langue la plus dominante. Alors, le bilan de communication, il est gratuit sur le site web www.premiermot.ca. Pourquoi j'arrête pas de dire... En tout cas, j'arrête pas de dire comme, écoute, Roxane, merci beaucoup. Et puis, on se voit en décembre, il me semble. C'est ça. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, pour les parents, la question, vous l'avez, la réponse, vous l'avez à la question, oui, votre enfant peut parler plus de 2 langues, souvent 3 ou 4, dépendamment de l'environnement dans lequel il se trouve. Et si vous avez besoin d'une aide par rapport au bilan de communication, www.premiermot.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec un auteur des éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle de l'ouverture de la patinoire du canal Rideau avec moi, Bruce Devine, qui est gestionnaire principal, installation et programme à la CCN. Et la première question que j'ai envie de poser, Bruce, c'est quand est-ce que la patinoire sera disponible? Oui, c'est la question qui est sur toutes les lèvres, on dirait. C'est encore un peu difficile à prévoir, mais notre équipe de travail de la patinoire est très optimiste que ça devrait se faire assez rapidement. Alors, on veut savoir, là, dépendamment de l'année, est-ce que cette année-là, ça a été plus long pour vous de définir quand est-ce que le canal va ouvrir ou c'est un peu comme toutes les années?
Oui, on est bon an, mal an, là, on ouvre aux environs de la mi-janvier. C'est ça, là, je réalise qu'on est bien le 18 janvier. Oui. Le 18, excuse, merci. Effectivement, oui, c'est un petit peu plus long. Cette année, l'hiver s'installe drôlement, là. C'est un peu particulier. Alors, c'est un plus grand défi. Toutefois, depuis vendredi soir dernier, après la tempête, l'équipe de la fabrication de la glace travaille d'arrache-pied, a arrosé toutes les nuits, sauf celle d'hier, pour préparer la patinoire. Puis, là, on est en attente de voir la tombée de la neige là, qu'on nous annonce pour cette nuit ou demain. Est-ce que le changement, c'est sûr que ça affecte énormément, là, mais qu'est-ce que vous pouvez faire quand le changement climatique essaie de, je cherche le bon mot, mais mettre les bâtons dans les roues, parce que ça vous met les bâtons dans les roues. C'est ça. Faire une histoire longue, je vais essayer de la faire courte. À la CCN, on s'est demandé comment on peut être plus résilient face au changement climatique avec la gestion des biens de la commission. Alors, il y a un groupe de travail qui a regardé ça. Quand je dis les biens, je parle des parcs urbains, des sentiers de la capitale, des ponts, des résidences, ainsi de suite, les biens de la CCN. Puis, subséquemment, nous, l'équipe de patinoire, on a fait un travail similaire pour regarder 30 ans en avant, voir qu'est-ce qui pourrait s'en venir vers nous, puis comment pourrait-on être plus résilient. L'objectif ultime étant qu'est-ce qu'on devrait faire pour essayer de prolonger la patinoire. La recommandation principale, c'était de se concentrer en début de saison plutôt que par habitude, on regarde une fois qu'on est ouvert, comment on peut la prolonger. C'est plus difficile à faire en mars avec les températures un peu plus chaudes qui s'installent. Alors, on a une entente, un programme plutôt de recherche avec l'Université Carleton pour 4 ans. On a une année de fait. L'objectif ultime étant comment peut-on prolonger la saison et débuter plus tôt qu'à l'habitude. Quelles opérations qu'on pourrait faire au préalable par rapport à nos habitudes, nos pratiques en cours. Et alors, c'est très excitant. On a 2 professeurs qui travaillent avec nous. On a 1 an de fait et on trouve ça fantastique. Alors, qu'est-ce que ces une année-là vous ont aidé à avoir comme conclusion? Parce que là, on parle d'ouvrir la patinoire un peu plus tôt. Est-ce que ça serait début janvier, fin décembre? Alors, on a testé une théorie en décembre. On a dit quelle machine qui est sur le marché qui pourrait nous aider à une température de -4, aux environs de -4, -6, pour tenter de fabriquer de la glace. Puis on a utilisé un canot à neige qui est couramment utilisé pour les pentes de ski ou pour faire de la glissade. Alors, en utilisant de l'eau potable froide, qui est plus froide que l'eau du canal, on a projeté des cristaux de glace sur l'eau. Et tranquillement, il y a une constitution de slush qui s'est fait, puis on est en train de voir un début de fabrication de glace. On a essayé ça pendant 3 soirs. Et puis, ce qu'on a observé, ça semble intéressant. Là, j'attends les conclusions, l'évaluation de l'équipe, d'une des équipes des professeurs pour voir ça sera quoi une prochaine étape. Puis quelle sorte d'autres projets pilotes qu'on pourra faire dans les prochaines années. Tandis que l'autre équipe, avec l'autre professeur, eux autres, c'est l'accumulation, la collecte de données. Température de l'air, force du vent, température de l'eau, rapidité du courant, constitution de l'eau. En tout cas, c'est fort agréable, c'est fort intéressant, ces 2 équipes. C'est beaucoup de choses à prendre en compte. Et puis tout à l'heure, tu as mentionné le fait d'avoir, avec la machine, là, de l'avoir de la glace comme en slush, là, mais est-ce qu'elle devient compacte assez rapidement?
Ben là, on ne l'a pas testé suffisamment pour voir jusqu'où qu'on pourrait s'y rendre. C'est là, oui, c'était des tests pour tester une théorie. Ça semble prometteur. J'ai hâte d'en parler plus longuement avec cette équipe-là. Mais advenant que c'était une approche parmi tant d'autres qui serait retenue, mais il faudrait regarder quelle sorte de machine qui existe sur le marché qu'on pourrait adapter à nos besoins pour en faire une production massive. C'est quand même 7,8 km à couvrir. Ou c'est-tu certains secteurs, ou faut-tu fabriquer, inventer une machine? C'est toutes des discussions qu'on va avoir en cours d'année. Ça me fait penser que ça doit vous mettre un gros stress là, parce qu'on parle quand même de la plus grande patinoire, l'une des plus grandes patinoires naturelles du monde. Et puis ça emmène tellement de monde que vraiment il faut garder ce statut-là vraiment pour longtemps. Absolument, tu as raison. C'est reconnu sur la scène internationale et nationale, évidemment. C'est un symbole, une icône important pour la capitale du Canada. C'est au cœur du centre-ville, entouré d'institutions culturelles nationales. Ça fait partie des gènes de l'ADN des gens aussi de la région. Ouais. Et puis c'est une destination pour un pourcentage des visiteurs. Oui, c'est important. On va prendre une pause, toi et moi, Bruce. Et puis, juste après la pause, là, les gens adorent aller patiner sur le canal, mais ils ont besoin de savoir pourquoi ça a pris si long. Et puis, on veut comprendre aussi le processus que la CCN est en train de faire pour pouvoir donner accès à la patinoire à tout le monde. Alors, on revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actifs pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur l'Atlas, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de la prochaine ouverture de la patinoire du Canal Rideau avec moi, Bruce Devine, qui est, je vais donner son titre, gestionnaire principal, installation et programme. Puis avant la pause, on a compris un peu pourquoi ça a pris tellement long là pour que la patinoire puisse être ouverte. Mais j'ai envie qu'on explique concrètement aux gens, c'est quoi votre procédure? La procédure jusqu'au point où on peut ouvrir la patinoire au grand public. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Oui, ça commence après une saison. On passe l'été à réparer le matériel qui a subi des dommages pendant la saison précédente. À l'automne, le niveau d'eau est abaissé par Parc Canada et pour nous permettre d'installer, si je pourrais dire, le gros équipement, là, les escaliers, les chalets, les rampes de véhicules, ce genre de choses-là. On installe les arches d'entrée, alouette. Et puis, par la suite, on attend, habituellement, on attend le froid pour commencer à bâtir la glace. Et
pendant ce temps-là, ben, à l'arrière-plan, on a toutes les discussions avec nos entrepreneurs, les partenaires pour préparer, dire s'il y a des nouveautés, donner un son de cloche de comment c'est quoi les préparatifs qui restent à faire. Il y a l'électricité qu'il faut brancher, il y a des tests d'eau qu'il faut faire pour les toilettes. Alors, ça, c'est tout en arrière-plan. Puis, une fois que la glace, elle est bâtie, il nous reste le petit équipement à installer, qu'on va faire bientôt. Peut-être quelques petits escaliers à mettre, les tables à pique-nique, les bancs, la signalisation, les sapins, les poubelles de recyclage. Et à un moment donné, on hisse le drapeau vert. Tous les aménagements à faire. Maintenant, concernant la glace en elle-même, à quel moment vous commencez à la travailler? Comment ça se passe? J'ai envie de savoir. Il y a une question de sécurité. Ça prend une certaine épaisseur de base pour soutenir le poids d'une personne avec un petit équipement. Bon, ça peut être autour de 4-5 pouces. Okay. Mais ça dépend. Il faut que ça soit une glace vraiment bien compactée. Si la glace, elle est, comme présentement, poreuse, de qualité moyenne, bien, il faudrait une épaisseur un peu plus grande. Parce que c'est toute question de soutenir le poids sur une glace qui flotte sur un courant d'eau. Alors, c'est ça notre particularité de ce projet-là. Une fois que la glace est bâtie, ça nous prend 30 cm d'une bonne glace de qualité, bien compactée, ou 12 pouces, pour permettre de soutenir tout le poids des gens, des équipements que je viens de mentionner précédemment. Parce que la patinoire accueille quand même, selon nos statistiques, jusqu'à 22 000 visites par jour. Wow! En moyenne, c'est beaucoup de monde. Quoique, il y a de l'espace, 7,8 km. Et puis, c'est bien espacé. Large, oui. Et puis on a toujours de belles images là, parce que vous demandez aux gens d'utiliser des mots-clics à mettre sur les réseaux sociaux. Donc on voit le monde qui s'amuse sur la patinoire. Et puis pour les machines, est-ce que vous utilisez... c'est quoi les machines que vous utilisez? Parce que je ne veux pas m'aventurer à dire des choses, mais je sais qu'il y a la surfaceuse. Est-ce que vous l'utilisez? La surfaceuse, absolument. Une fois que la base est bien établie, elle sert à faire la finition, la finition de la surface. Glisse, okay. C'est elle qui nous permet d'avoir une belle glisse, que la glace le matin, elle est reluisante. Alors, c'est la surfaceuse qui fait ce travail-là. Ensuite, c'est des camions avec des remorques. Il y a des grues qu'on utilise en début de saison. C'est essentiellement ça. Les électriciens, des plombiers. Je me rappelle, c'est très varié. Je me rappelle une entrevue, je ne sais plus laquelle et en quelle année, où est-ce qu'on avait eu accès à une vidéo. Vous nous avez apporté une vidéo qu'on voyait pendant l'entrevue, où est-ce que je pense qu'il y a une machine qui allait dans le fond de la glace pour la ressortir, pour pouvoir voir exactement si elle était bonne. C'est à quelle période que vous le faites? Avant le drapeau vert, je suis sûre. Oui, tu as une bonne mémoire. On est dans la période qu'on fait ça. Okay. C'est pour prendre des échantillons de la glace. Ça nous montre l'épaisseur, mais aussi la qualité de la glace et en plus de la flottaison de la glace, de toute la patinoire. C'est trois sources d'informations qu'on a besoin pour déterminer à quel moment nous sommes prêts pour ouvrir, puis déterminer aussi les poids qu'on accepte sur la patinoire. Wow. Parce que pour le moment, encore en ce moment, on a refusé l'accès à la glace à des véhicules. Ça veut dire qu'on Il y a une gestion de poids aussi à faire. Oui, c'est ça. On n'est pas super prêt là. Donc, pour avoir votre actualité, c'est-à-dire savoir exactement quand est-ce que la patinoire va ouvrir, est-ce que sur le site web, vous allez l'annoncer en grande pompe? Parce que je pense que tout le monde l'attend. Oui, absolument. On a une équipe de communication formidable qui se prépare à faire l'annonce du grand jour. Ils ont toutes sortes de plans. Ils attendent comme nous la journée qu'on va pouvoir le faire. C'est ça qu'on parle, même sur le site web, là, sur l'onglet de la patinoire. C'est bien écrit en rouge là qu'il ne faut pas s'aventurer sur la patinoire parce qu'elle n'est pas prête là. Donc, soyez pas, soyez pas stressés là, ça s'en vient. Quoique c'est pas encore le cas, mais ça s'en vient. Alors, on va profiter de toi aussi pour les derniers conseils de sécurité. Il nous reste 1 minute et 30 secondes.
Okay. Alors, pas à cause qu'on voit des gens s'aventurer à arroser la glace que vous pouvez le faire. Ces gens-là savent où marcher. Il y a des endroits que c'est encore un peu mou. Ils ont de la formation, ils sont habillés d'une manière sécuritaire pour flotter si jamais ils passaient au travers. Alors, attendez que les barrières soient ouvertes aux escaliers pour vous aventurer. Alors, qu'est-ce que je dois rapporter lorsque la patinoire sera ouverte pour venir patiner avec toute ma famille? Vous habillez convenablement selon la température et évidemment vos patins bien affilés. Et puis en plus, je sais qu'il y aura des coins pour des locations au cas où les gens en ont besoin. Merci beaucoup, Bruce. Bon travail. Et puis, on espère que ça va ouvrir bientôt. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. À toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, on vous invite à visiter le www.ncc-ccn.ca pour avoir l'actualité de l'ouverture de la patinoire du Canal Rideau. Et puis, comme on vient de le mentionner, la patinoire, en ce moment, elle n'est pas accessible. Alors, ne vous aventurez pas sur le Canal Rideau, parce que les gens que vous voyez là-bas, eux, ils ont la formation pour, donc ne le faites pas, on vous en supplie. On revient juste après la pause, j'ai quelques informations pour vous. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mon mari est un homme et un père formidables lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission, venez découvrir la talentueuse Jessie Lindsay. Elle chante du cœur et elle nous raconte ses plus belles inspirations avec ses nouvelles chansons de son nouveau EP. J'explose devant toi. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je viens de recevoir une très bonne information pour un début d'année. L'émission Entre nous va vous offrir des petits cadeaux en collaboration avec Today Shopping Choice, qui est la marque de produits de beauté de Elizabeth Grant qui fête son 100e anniversaire. Et on va avoir un beau panier cadeau qui va contenir des beaux produits de beauté. Alors, si vous êtes intéressé, restez connectés tout au long de la semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi, mais demain, après-demain, je vais vous donner plus des détails et puis on va lancer le jeu concours là pour que vous puissiez gagner un beau panier de produits de beauté. Moi, je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à l'émission à partir de 11h. Et demain, on va parler sport avec Nicolas Saint-Pierre qui anime une émission sur les ondes de Unique FM. Je vais aussi m'entretenir avec Rachid Hachi, qui est un auteur qui va nous parler de sa participation au prochain Salon du Livre d'Ottawa. Et puis, on aura, pour terminer l'émission, notre cher Jean-Paul Moreau qui vient toujours avec de belles suggestions musicales. Alors, on se voit demain à partir de 11h. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble.